Mais je sais que la Cour constitutionnelle, qui est composée dans des conditions irrégulières par les politiques, je l'ai toujours dit. Donc c'est la Cour constitutionnelle, ce serait la Cour constitutionnelle de M. Tshisekedi qui protégerait... Qui a rendu un arrêt bidon, qui fait croire aux gens qu'il y a des gens qui n'ont pas de juge naturel. Les actes posés par les responsables politiques pendant l'exercice de leurs fonctions sont justiciables de juridictions qui leur ont été désignées par la Constitution. De cassation constitutionnelle. La Cour constitutionnelle pour les uns, la cassation pour les autres. Mais maintenant, si les politiques corrompent la justice, si les politiques mettent la justice comme un instrument pour leur propre protection, la question n'est pas celle de la Constitution que de ceux qui utilisent leur pouvoir pour mettre la justice ainsi à leur solde. Je vous fais rappeler que même si vous changez la Constitution, même si vous changez les lois, si ceux qui servent les lois n'ont pas l'amour de la patrie, ne veulent pas servir leur pays, ils trouveront les conditions d'organiser leur propre impunité. Intéressant d'entendre d'Élysée Senghal le fait que ce soit le pouvoir actuel qui est protégé des anciens premiers ministres. Ce que je vais dire, que la Cour constitutionnelle telle qu'elle a été composée par le pouvoir actuel n'a pas concouru à avoir l'indépendance, l'autonomie de cette Cour. Vous savez comment est-ce que M. Tshisekedi a procédé pour nommer les membres de la Cour constitutionnelle? C'était un sujet de controverse ici. Je m'étais insurgé pour dire que c'était irrégulier, comme c'était tout aussi irrégulier le remplacement de membres de la Cour constitutionnelle par Joseph Kabila à l'époque. Mais tout ça est fait pourquoi? Est fait pour qu'on puisse contrôler la justice. Et on sait comment est-ce que les décisions de justice dans ce pays sont rendues. Elles ne sont pas rendues dans les conditions à la fois d'équité, de respect de la loi et des droits des uns et des autres. Et donc, je reste, je suis l'auteur de la loi sur la Cour constitutionnelle. J'ai conduit la plupart des réformes de notre système judiciaire. Et je peux vous dire que dans l'intention à la fois du constituant, du législateur, il n'a jamais été question d'organiser l'impunité de qui que ce soit, mais plutôt d'assigner à chacun un juge compétent pour les actes qu'il posait, parce qu'il fallait mettre fin à l'impunité. Donc il y a des choses à voir de ce côté-là. Je reviens sur... je vous ai laissé parler pendant 5-10 minutes. Pas à revoir, pas des choses à revoir. À corriger. À corriger. Non. Ah oui, puisque la moralité. La Cour constitutionnelle n'a pas dit le droit, c'est ce que vous dites. Les textes n'ont pas pour fonction de corriger. Non, je ne parle pas de texte. Je parle d'actes posés par des magistrats. Les choses à revoir, ce ne sont pas dans les textes. Les choses à revoir, ce sont dans les actes posés. Dans nos cours de tribunaux, y compris la Cour constitutionnelle, il y a des décisions qui sont rendues, contre les gamins. Vous êtes avocat, je ne veux pas me permettre aujourd'hui de juger des actes posés par les magistrats. Non, la seule chose est politique. Je voudrais pas que... Oui, d'accord, mais bon. Des défaillances des politiques et des juges, on en déduise qu'il faut modifier la Constitution. Moi, je ne parlais pas de la Constitution. Elle couvre. Je ne parlais pas de la Constitution. Moi, j'ai commencé à la Constitution, mais vous nous avez bien expliqué qu'il ne s'agit pas de la Constitution, mais bien des actes posés par des hommes qui n'ont pas respecté la Constitution. Qui n'ont pas respecté la Constitution. Maintenant, je reviens sur vous m'avez demandé du temps, je vous ai laissé parler, révision et changement. Les auditeurs de Top Congo, figurez-vous, puisque vous avez parlé de manipulation, eux ne sont pas manipulés. Ils ont bien compris la différence entre révision et changement. Et j'en veux pour preuve l'émission notamment élaborée en 2 phases. Première partie en 2020, deuxième partie en 2024, avec le professeur Bob Kabamba, qui nous a bien dit exactement de quoi il en retournait. Donc nous, on a bien compris ce qu'est révision, ce qu'est changement. Et l'émission, telle que je l'ai introduite, on parlait pas de changement, on parlait de révision. Et dans cette révision, puisque le président a dit qu'il veut pas de 3e mandat, et que le vice-premier ministre a dit que lui, il connaît pas changement, il connaît révision, même si son parti plus tard est revenu dessus, le président, il connaît pas changement, il connaît révision. Qui a dit ça? Le vice-premier ministre que nous avons reçu. Le président a proposé la création d'une commission pour parler de tout ça. Il suffit, pour parler de ce qui doit être changé, d'une commission de réflexion à ce stade. On en est à la commission de réflexion. Pour éviter tout ce que vous condamnez, est-ce que vous ne seriez pas partie prenante? Je sais que vous allez dire non, parce que
vous envoyez le bout. Ne posez pas la question. C'est pour ça que je vous ai pas posé de question. Hein. Je vous ai toujours pas posé de question. Ma question est la suivante. Oui. Est-ce que, puisqu'on parle de révision, qui prévoit que l'article 220 ne peut pas être bougé, pour participer à cette commission, il ne serait pas plus simple de demander ou d'exiger que le président actuel, puisqu'il ne peut pas être candidat à un troisième mandat, se prononce solennellement afin de permettre à ce que vous demandiez en 2023 aussi, la révision constitutionnelle, et ce que eux veulent aujourd'hui, le changement ou la révision de cette constitution, parce que le changement, ça apporterait, puisse faire que tout le monde puisse avancer vers de lendemains meilleurs. Donc, le président Tshisekedi aujourd'hui dit non, j'ai pas de troisième mandat. Délicé Sanga dit oui, il faut changer la constitution. Non, il faut réviser la constitution. Ouais, il faut faire attention. Moi, je sais. La discussion ne peut pas commencer. Vous avez terminé. Je vais vous dire deux choses. J'ai conduit avec d'autres amis le projet de réforme électorale du G13 et nous avons eu ce devoir d'aller voir le président de la République en premier et de se mettre d'accord sur ce qui devait être fait sur cette réforme. Je peux vous assurer que de bout en bout, il n'a jamais tenu parole. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, le président de la République, dans ses propos, je ne comprends pas tous ces gens que vous citez. Comment est-ce qu'ils se vautrent dans cette médiocrité? Ils n'arrivent pas à prendre de la distance et à dire la vérité au peuple. Le président de la République... Qui ai-je cité? Je n'ai cité que Bob Kabamba, qui a dit ce qu'il a dit et qui n'a pas eu bon dos. Je dis ceci. Je n'ai cité que Bob Kabamba. Je dis ceci. Quand on dit que le président n'a pas parlé il demande à ce qu'une commission se réunisse. C'est lui qui parle. Le président a, dans ses meetings, parlé du changement de la Constitution et évoqué le cas de remise en cause de l'article 220. Et donc, à partir de là, nous sommes face à une tentative de fraude à la révision de la Constitution pour nous amener vers un changement de la Constitution qui constitue au demeurant un crime. Parce qu'en fait, c'est l'infraction imprescriptible de haute trahison qui veut qu'aujourd'hui, celui qui veut bouleverser l'ordre constitutionnel ou exerce le pouvoir en violation de cet ordre constitutionnel est poursuivable à vie pour haute trahison parce que c'est un crime contre la nation et contre l'État. Et donc aujourd'hui, quand on dit qu'on va réunir une commission, vous savez, moi, c'est à quoi ça me fait penser. Je vois les membres du gouvernement, je vois beaucoup qui disent... Commission d'experts, attention. Commission d'experts. Oui. J'ai suivi un membre du gouvernement ici qui est venu et qui vous a dit... qui n'est pas expert en la matière. Bon, il a dit il n'est pas pour... Il n'est pas expert en la matière. Il a dit il n'a pas vu la... Mais il n'est pas expert en la matière. Quand on n'est pas expert en la matière, on ne se prononce pas. Donc quand on se prononce... En politique, vous avez dit, en politique, il peut se prononcer. En politique, il peut pas en expert. On s'entoure des conseils. Mais ça n'a pas tenu 24 heures. Et ce sont les mêmes qui disent qu'on a changé d'opinion et tout ça et qui veulent nous imputer des faits dommageables. Donc ils devraient se taire, plutôt laisser à ce que ceux qui portent le projet puissent se prononcer. Le président a, dans ses meetings, je peux vous tenir des dates, où il a dit qu'il veut le changement de la Constitution. Nous le prenons au mot. Deuxième chose, savez-vous que dans ce pays, il y a eu quelqu'un qui a été lui-même président d'une commission constitutionnelle pour réfléchir au sein du gouvernement pour changer la Constitution. C'était sous la Deuxième République. Cette personne s'appelait Mobutu. Il était assisté d'Étienne Tshisekedi, d'Nsinga, de Bomboko. Il y a eu le concours de Gérard Kamanda, de professeur Liaou, et qui ont vu qu'en fait, le monsieur, il a donné le cap de ce qu'il voulait comme constitution, mais en fait, pour mettre en place une nouvelle dictature. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire dans ce pays, ce que l'on veut faire là, c'est exactement, historiquement, ce qui s'est passé en 1965. On peut refaire en 2024 ce qu'on a fait il y a 60 ans. Les gens ont mûri, les gens ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, vous vous exprimez, vous n'auriez jamais pu le faire il y a 60 ans. Vous savez, j'ai un auteur que j'aime beaucoup, c'est un de mes préférés, il s'appelle Nietzsche. Nietzsche dit, il faut jamais monter les faibles. Vous savez pourquoi ? Parce que les faibles n'ont pas le sens de l'histoire. Ils ont une histoire de ressentiment. Ils règlent le compte avec le passé, ils privent les gens du présent
et ils n'ont pas d'avenir. Et ce pouvoir, aujourd'hui, que nous avons, c'est un pouvoir de faible qui ignore le sens de l'histoire de notre pays, qui est allé à autre chose. Ils sont nostalgiques d'un passé que les Congolais ne veulent plus. Et pour nier ce passé, ils le mettent sous le dos tantôt des étrangers. Et pour avoir cette révision qui n'a pas tête ni queue, tantôt ils vous parlent de l'article 5, tantôt de l'article 197, tantôt du 5. C'est une affaire fourre-tout. Le sens de l'histoire, c'est que les Congolais, quand on est devenu indépendant, il a fallu se donner une constitution. On se l'est donnée en 64. Et déjà en 64, les Congolais avaient conscience que les gens pouvaient abuser de leur pouvoir. Et donc, ils avaient mis en place un mode de révision de la constitution. On dit une constitution rigide. Parce que certaines matières, c'est-à-dire le pouvoir du président, les mandats du président, les prérogatives du pouvoir judiciaire, les questions financières, la répartition de pouvoir entre les provinces et la nation, ne pouvaient pas être modifiées sans l'accord, non seulement de chambres, mais aussi des assemblées provinciales. Et donc on avait copié quelque part un peu l'article 5 de la Constitution américaine qui rend l'adoption d'un amendement assez difficile. Sauf qu'en 2006, on a refait l'inverse. On a dit on laisse les autres matières à la révision, mais il y a des interdictions. Parce qu'on sait que les gens ont tendance à les dépasser. Alors ceux qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays peuvent vous la reproduire avec les mêmes instruments, les mêmes arguments. Et nous ne tombons pas là-dedans, parce que nous savons ce qu'ils recherchent éperdument. Et puis quand on regarde le pays, la qualité de la gouvernance, l'incapacité de ce pouvoir, son impuissance, ce manque de vision, on ne peut pas dire qu'on va réviser la Constitution pour des intérêts personnels. Ce pays a d'autres urgences. Donc la chose que nous demandons, en toute sagesse au président de la République, c'est qu'il a le droit de refuser à l'issue de son mandat de siéger comme sénateur à vie. C'est son droit absolu. Mais il n'a pas le droit de pouvoir rechercher un plébiscite constitutionnel pour demeurer président à vie. Parce que ceux qui vous disent que le président n'a pas demandé un troisième mandat... Non, il l'a dit aussi. Hein. Il a dit lors de son... Vous avez parlé de beaucoup de meetings précédemment. Oui, le dernier, il a été précis. Pas de troisième mandat. Je ne veux pas m'éterniser, il l'a dit. Mais je peux vous citer plein de choses qu'il a dites et qu'il n'a jamais respectées. Donc je vais vous dire ici qu'il dit qu'il ne peut pas avoir le troisième mandat, mais lorsque la Constitution sera adoptée, il ira chercher ce troisième mandat parce qu'il vous dira que la base les lui a demandé. Et je trouve quelque chose que la presse ne relaie pas suffisamment. On me dit, moi, j'ai soutenu un projet de révision constitutionnelle. Je pose la question, est-ce que le président de la République a eu l'honnêteté pendant la campagne de dire qu'il voulait changer de constitution? Il a eu un mandat d'un peuple. On en a parlé, oui, dans l'émission, dans les mêmes conditions que vous. Non, est-ce que lui, il a dit qu'il allait changer de constitution? Il a parlé de choses à changer dans la Constitution. Non, là, il parle du changement. Oui, il dit mais que cette constitution, elle est maudite, il va la mettre de côté. J'ai bien dit... Je dis ceci, vous me faites le procès d'avoir changé de position, je dis que le président a fait une campagne au cours de laquelle il n'a pas été capable de dire « je vais changer de constitution ». Parce que s'il avait dit au peuple congolais, le peuple congolais ne lui aurait pas donné ni le soutien, ni ce qu'il a eu. Mais on ferme la parenthèse. On ne vous fait pas... Non, on ne vous fait pas le procès, on relève. Vous avez parlé de l'histoire, beaucoup d'histoires, beaucoup, 60, 64, 67, 97... Parce qu'on peut pas diriger un pays sans connaître ce... D'accord, mais ceux qui connaissent l'histoire aussi vont vous dire que tous les textes qu'on a appliqués n'ont pas changé, au contraire... ont vu ou ont consacré la détérioration des conditions de vie du Congolais. Alors est-ce qu'à un moment donné, il faudrait pas qu'on réfléchisse plus comme hier, différemment d'hier, parce que avant-hier, sous l'indépendance, on vivait mieux. On n'avait pas cette constitution ou ces constitutions où on devait faire appel à plein de choses dont vous avez cité, pour avoir une constitution ou avoir des changements de telle manière que ces lois qui ont des difficultés à être respectées le soient plus. Je vais vous dire une chose, d'abord, il ne faut pas mélanger les choses. Le premier méli-mélo que j'entends, oui, on va parler du développement. C'est comme ça que la dictature est venue. On va parler du développement, laisser la politique de l'autre côté parce que la politique refraine. Il y a une insinuation qui est grave, mais qui est gravissime. On a un pouvoir qui, depuis 6 ans, n'a résolu aucun problème de Congolais. Tous les indicateurs sont au rouge. Dégradation de la situation sécuritaire, la situation économique est déplorable, le pays est isolé sur le plan diplomatique, et ainsi de suite.
Mais qui, au milieu de ces désastres, on voit le président de la République se déplacer et demander aux gens de changer de constitution. Hier, j'ai suivi un ministre dans un point de presse gouvernemental dire qu'il y avait eu 10 millions de personnes en errance. Mais est-ce que vous pouvez avoir 10 millions de personnes en errance et venir demander de changer la constitution? D'où ma question. Est-ce que vous pouvez avoir... je vais y arriver. D'où ma question Vous pouvez originelle. avoir des territoires entiers que vous ne contrôlez pas, qui tombent sous le coup de forces adverses et demander à son peuple de changer de constitution. D'où ma question. D'où ma première question. J'en suis venu, comme beaucoup de Congolais, à me poser la question de savoir si le pouvoir n'était pas finalement complice de la balkanisation du pays, parce qu'envisager même un référendum, comme j'entends, envisager même de consulter le peuple alors qu'on a 10 millions de gens qui se déplacent, d'autres qui sont dans les camps, c'est consacrer la partition du pays. C'est extrêmement grave.